Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche 13 avril 2025 à l'occasion de ce nouveau numéro du JDD qui va recevoir Monsieur Baradjouf, qui est le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Monsieur Diouf était cadre ou est cadre administratif et financier. Il a beaucoup servi dans le secteur privé. Il a été nommé à ce poste depuis avril et il a pris fonction, avril 2024, il a pris fonction un mois plus tard, au mois de mai. Merci beaucoup, Monsieur Diouf, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup Hassan, merci pour l'invitation. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs de ITV et de présenter mes condoléances à la communauté islamique et à la communauté laïenne lors du rappel à Dieu du vénéré Khalif de Laïenne, mais aussi présenter mes condoléances à la République et au pouvoir judiciaire lors du rappel à Dieu du président du Conseil constitutionnel et prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille tous dans son paradis éternel. D'accord. Vous êtes le délégué général donc au pôle urbain. Délégué général, à côté de directeur général, est-ce qu'il y a une forte différence? Bon, je ne dirais pas qu'il y a une forte différence, mais cela dépend de l'ancrage institutionnel. Aujourd'hui, le choix au niveau de la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose, lors de sa création en 2014, était de donner à la délégation un ancrage institutionnel fort pour lui permettre d'accueillir dans la célérité et aussi dans une optimisation du foncier, d'accueillir des investisseurs sur les pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. C'est dans ce sens-là qu'il a été décidé de faire une délégation générale logée directement à la présidence de la République. Donc aujourd'hui, notre ancrage institutionnel à la DGPU est d'être logé directement à la présidence de la République pour ne pouvoir avoir cette autonomie de gestion-là qui va nous permettre d'accueillir très rapidement des investissements structurants sur nos pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. D'accord. Et qu'est-ce qu'un pôle urbain? C'est une question un peu terre à terre, mais je pense qu'elle a également son pesant d'or. Qu'est-ce qu'un pôle urbain? Un pôle urbain, c'est d'abord une assiette foncière qui est destinée à être un réceptacle d'investissement, qui est destiné à être un centre de croissance, un réceptacle d'investissement pour la croissance. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple l'exemple du pôle urbain de Diamniadio, c'est une assiette de 1644 hectares répartie en 4 arrondissements. Et dans chaque arrondissement, nous avons respecté ce qu'on appelle le principe de la mixité fonctionnelle. C'est de permettre à chaque habitant d'un arrondissement de pouvoir trouver dans l'arrondissement des infrastructures publiques étatiques, de pouvoir trouver dans l'arrondissement des services et de pouvoir trouver dans l'arrondissement aussi les équipements publics de base. Donc le pôle urbain de Diamniadio par exemple est réparti en 4 arrondissements. Le premier arrondissement, c'est l'arrondissement qui est destiné à l'économie de l'événementiel. Vous trouverez dans cet arrondissement-là le centre le CICAD, le centre international de conférence Abdou Diouf. Vous trouverez les autres équipements qui sont dans ce domaine-là. Vous avez le centre des expositions et cet arrondissement-là est exclusivement dédié à cela. Vous trouvez aussi dans cet arrondissement-là des programmes immobiliers. Vous trouverez aussi dans cet arrondissement-là des hôtels comme le Radisson. Le second arrondissement est un arrondissement aussi qui est dédié à tout ce qui est l'économie du savoir. Vous trouverez dans cet arrondissement-là l'université Amadou Mahtar Mbow, qui est aujourd'hui une université avec 3000 étudiants qui va aller crescendo jusqu'à 6000 étudiants dans les années à venir. Vous trouverez aussi les ZEP de Diamniadio et d'autres instituts de formation. Le troisième arrondissement, c'est un arrondissement de la logistique et de l'industrie. Vous trouverez sur cet arrondissement-là une zone industrielle, vous trouverez la zone industrielle de la Prosi, mais vous trouverez aussi un ensemble d'investisseurs qui sont dans le domaine de la logistique avec des hangars et des entrepôts sur toute la chaîne de valeur logistique. Le quatrième arrondissement est un arrondissement qui est réservé plutôt à l'immobilier, mais au développement des services juridiques et bancaires. Il va être le siège de plusieurs banques, de plusieurs cabinets d'affaires
mais aussi aujourd'hui, nous à la DGPU, nous sommes en train de travailler en relation avec des partenaires publics comme la CDC pour ériger un parc de offshoring qui va nous permettre de capter un ensemble d'entreprises internationales dans le domaine des services. D'accord. Les infrastructures sportives, c'est dans quel arrondissement? Dans les infrastructures sportives, vous trouverez par exemple le Dakar Arena qui est dans l'arrondissement 4, le stade qui est dans l'arrondissement 2. Donc il y en a à peu près sur tous les arrondissements. D'accord. Et quel est l'avantage à disposer, l'avantage pour un pays à disposer de pôles urbains? Qu'est-ce que ça offre comme valeur ajoutée? Voilà, aujourd'hui, au niveau international, l'option vers l'urbanisation est une option irrévocable. Aujourd'hui, de plus en plus au niveau mondial, les gens habitent dans les villes. Et dire habiter dans les villes et avoir les contraintes de l'expansion des villes. Prenons l'exemple de Dakar. Vous avez Dakar qui fait 0,3% du territoire sénégalais, mais qui fait 5 millions qui va faire 5 millions d'habitants, avec tout ce que cela engendre comme conséquences néfastes en termes d'assainissement, en termes d'inondation, mais aussi en termes de circulation, mais aussi en termes de retard. Et sous ces retards-là, sur l'économie ont des impacts très importants. Aujourd'hui, depuis les années 60, les études ont montré que pour absorber la conurbation Mbour, Thiès, Dakar, pour absorber le développement de cette conurbation, il fallait créer une nouvelle ville à l'intérieur de ce triangle-là. C'est là où l'idée a été de faire de Diamniadio cette ville-là. Donc cette idée-là a germé depuis les années 2000 avec le parc de Diamniadio sous Wade et avec en 2014 la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio a été créée, de la Crosse. Donc l'idée pour un pays comme le Sénégal d'avoir des pôles urbains, c'est aussi de maîtriser l'urbanisation sauvage. L'urbanisation sauvage dit aujourd'hui les populations font de l'autoconstruction dans ces zones en ne prenant pas en compte les normes urbanistiques de base qui font qu'aujourd'hui, ces zones-là, in fine, après quelques années, vont devenir des zones difficiles à vivre, où l'État est obligé de revenir faire de la restructuration pour mettre ces infrastructures-là publiques, et aussi pour lutter contre les phénomènes qui n'étaient pas aujourd'hui des phénomènes naturels, mais qui deviennent des phénomènes récurrents qui concernent les inondations et les périls dans ce sens-là. Donc l'idée aujourd'hui pour le Sénégal, comme ça a été bien édicté dans le projet 2050, c'est d'aller vers des pôles régionaux. Dans les pôles régionaux, il y a bien sûr l'élaboration de pôles urbains qui vont permettre d'accueillir le réceptacle de cette demande accrue des Sénégalais pour les logements. Aujourd'hui, au niveau étatique, il a été identifié potentiel, une demande de plus de 500 000 logements pour le Sénégal. Et cette demande-là de 500 000 logements ne peut être résorbée pas que seulement par l'autoconstruction, il doit être résorbé par des programmes urbains bien définis au travers des pôles urbains. Et aujourd'hui, Diamniadio est un modèle de pôle urbain qui aujourd'hui nous donne des satisfactions. Malgré certains problèmes, nous avons vu aussi nous, depuis notre arrivée, on a reçu au moins 2 ou 3 délégations étrangères, dont le président du Gabon aujourd'hui pour venir faire du benchmarking sur le modèle de Diamniadio. D'accord, très bien. On va revenir sur ces aspects-là. Donc, vous êtes chargé d'en assurer la promotion. Est-ce que vous assurez, est-ce que vous faites une bonne promotion de ces pôles urbains? Est-ce que vous avez les outils? Quelle est l'organisation que vous avez mise en place pour arriver à faire un bon marketing de ces pôles urbains? Vous avez raison de parler de la promotion parce que la promotion est le cœur normalement de métier de la DGPU. La délégation générale est une délégation générale à la promotion des pôles urbains, pas seulement à l'aménagement. L'aménagement est un cœur d'activité, mais pour moi la promotion est le cœur d'activité principale de la DGPU. C'est dans ce sens-là que depuis notre arrivée, nous avons renforcé notre direction des partenariats et de la promotion et nous sommes inscrits dans une démarche de marketing territorial pour permettre de vendre les pôles urbains du Sénégal, Diamniadio et Lac Rose, et attirer un maximum d'investisseurs. Dans ce sens-là, nous avons mis en place un programme sur les 3 prochaines années qui vont nous permettre de faire connaître beaucoup plus Diamniadio et le Lac Rose comme pôle touristique au niveau national et au niveau international.
Au niveau national, nous avons commencé à discuter avec un ensemble de partenaires étatiques et non étatiques pour mettre en place des conventions qui vont nous permettre, dans la promotion du pôle, mais aussi dans la gestion du pôle, d'être beaucoup plus efficients. Que ce soit au niveau avec la CDC, que ce soit avec Sonaget, que ce soit avec l'APIX. Nous sommes en train de travailler avec ces institutions-là sur des projets de convention. Maintenant, au niveau international aussi, nous sommes en train de travailler avec des partenaires privés étrangers qui sont aujourd'hui enclins à investir sur le pôle. Aujourd'hui, nous avons dans le pipe d'investissement quelque chose comme près de 800 milliards d'investissements privés directs étrangers qui vont venir sur le pôle, qui sont à venir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, que ce soit sur Diamniadio et sur le Lac Rose, on pourra y revenir. Mais de manière générale aussi, nous sommes en train de mettre en place des grandes activités de promotion. Il y a quelques semaines, en relation avec un de nos partenaires, nous avions organisé un forum international sur l'habitat réinventé, et au mois de mai ou au début du mois de juin, nous allons faire la journée du pôle urbain de Diamniadio, qui va permettre à la DGPU d'exposer les potentialités des pôles urbains, mais aussi les opportunités d'investissement pour les entreprises nationales et étrangères sur les pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. D'accord. Au sein de la DGPU, vous avez assez d'effectifs, assez de personnel pour faire tout ce travail-là qui est un travail colossal. Bon, au niveau de la DGPU, nous avons une soixantaine de collaborateurs, dont certains sont des ingénieurs de très haut niveau, des financiers de haut niveau. Nous aussi, on a des marketiciens de haut niveau. On a un bon parterre de compétences. Mais on est dans une démarche à chaque fois d'attirer les meilleurs talents qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans le travail. D'accord. Chez vous, il n'y a pas de remous, il n'y avait pas de sureffectif, parce que beaucoup d'autres services publics ont argué qu'il y avait des sureffectifs pléthoriques qui les ont poussés à se séparer de beaucoup de Sénégalais. Est-ce que cette atmosphère-là prévaut chez vous? Non, comme dans toutes les institutions où aujourd'hui on a fait le diagnostic, il s'est agi que sur certaines décisions de recrutement qui devaient être pour des postes spécifiques, les anciens régimes ont utilisé des gens aujourd'hui qui n'avaient pas les compétences pour les faire. Donc nous, à la DGPU, comme dans toutes les gestions, dans toute gestion, à notre arrivée, nous avons fait un audit du personnel. Et cet audit-là nous a montré qu'il y avait des gens au niveau de la DGPU qui étaient payés et qui ne venaient pas travailler. Et naturellement, nous nous sommes débarrassés de ces gens-là. Il y a aussi une autre partie du personnel qui avait besoin de travailler, mais qui n'était pas mis dans les conditions pour travailler. Nous nous avons redéployés pour pouvoir être plus efficaces. Aujourd'hui, de manière générale, on a réussi à apaiser le climat social au niveau de la DGPU et mettre tout le monde dans une optique d'un travail coordonné qui va nous donner des résultats, Inch'Allah. D'accord. Et de façon générale, est-ce que vous pensez que c'est humain de renvoyer des compatriotes qui étaient sûrement des soutiens de famille? Parce que hier, on a vu des travailleurs excommuniés, renvoyés, qui ont marché dans Dakar. Est-ce que vous pensez qu'il y a un supplément d'âme dans les licenciements? Vous savez, la question n'est pas seulement une question d'humanité ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont au niveau de ces institutions-là sont des humains, des Sénégalais comme vous et nous, mais qui ont des responsabilités. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'une entreprise publique puisse crouler sous le poids d'un sureffectif. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas m'expliquer. Je me présente un exemple au Crous dans un de ces Crous où le service avait 3 véhicules qu'on lui affecte 60 chauffeurs. Aucun gestionnaire sérieux ne pourrait accepter ce poids-là d'une surcharge salariale. Parce qu'aujourd'hui, si ces gestionnaires-là n'avaient pas pris des décisions fortes, impopulaires, ce sont les institutions qui allaient crouler. Ce qui est arrivé à Dakar, ce qui est arrivé à la AIBD pourrait arriver à beaucoup d'entreprises, où des entreprises à la fin du mois auront une difficulté pour payer. Vous prenez l'exemple de la Poste.
Vous avez dans la poste des gens qui ont réussi par concours, qui sont rentrés dans la poste, qui ont réussi, qui ont une certaine capacité à travailler, qui sont de bons Sénégalais, mais aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation difficile parce que aujourd'hui un instrument public qui devait être orienté efficacité a été orienté politique politicienne pour recruter une main-d'œuvre politique politicienne et crouler l'entreprise sous le poids d'une surcharge salariale qu'elle ne peut pas respecter. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, l'ensemble des personnes-là aujourd'hui qui se disent licenciées ont la possibilité de faire recours aux juridictions. Je pense que c'est des axes de gestion qu'il fallait poser, c'est des axes de gestion qui sont tout à fait normaux pour tout à fait normal pour tout gestionnaire. Et ces actes de gestion-là sont salutaires pour pérenniser la viabilité de ces institutions-là publiques. Parce qu'in fine, il faut que les gens comprennent que nous gérons le denier des Sénégalais. Et gérer le denier des Sénégalais, c'est rendre compte à l'ensemble des Sénégalais. Pas seulement aux travailleurs des institutions, mais à l'ensemble des Sénégalais. D'accord. Pour en terminer avec la promotion, est-ce que pour la réussir, vous avez des réseaux non seulement à l'interne, mais également à l'international? Est-ce que vous avez un bon carnet d'adresses? Est-ce que vous participez au forum, au salon, etc.? Quelle est la stratégie de la DGPU dans ce sens? Vous savez, notre principal atout aujourd'hui au niveau de la DGPU est que le Sénégal sous Sonko et Diomaye est attractif. L'attractivité du Sénégal sous Sonko et Diomaye, l'exemplarité du Sénégal sous Sonko et Diomaye est aujourd'hui notre principal outil de marketing. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous croulons sous le poids de la demande de participation à des salons internationaux et nous ne pouvons pas toutes les satisfaire. Depuis mon arrivée, par exemple, nous sommes déplacés en Éthiopie lors du Forum urbain africain qui est la grande messe de l'urbanisation en Afrique. On a rencontré des partenaires importants dans l'environnement comme Shelter Afrique, comme la BAD, comme ONU Habitat, avec lesquels on est en train de travailler sur des projets. On a été invités, nous, aujourd'hui, il y a quelques semaines, par le 3e groupe marocain qui travaille dans le domaine de l'immobilier à venir visiter leur projet immobilier au Maroc avec un projet en cours. On a d'autres groupes internationaux qui sont en cours. On a été en Italie pour visiter la plus grande usine européenne qui travaille dans le domaine des pavés, pour des routes en pavé. On a été dans plusieurs événements et on va continuer à aller dans les événements pour faire la promotion du pôle urbain de Diamniadio, mais aussi accompagner les partenaires que nous avons sur Diamniadio qui sont en train d'offrir de l'immobilier à aller offrir aux Sénégalais ces besoins-là, cette offre-là en immobilier. D'accord, très bien. Je rappelle que nous recevons dans cette émission M. Bara Diouf, le délégué général à la promotion des pôles urbains de la Croze et de Diamniadio. Vous parliez d'attractivité tout à l'heure sous l'ère Diomaye avec son Premier ministre. Et pourtant, il y a quelques jours, on a entendu l'opposition et particulièrement l'APR dire que le pays, depuis qu'ils l'ont quitté, est frappé d'une sorte d'immobilisme. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Est-ce que c'est un mot très fort de café ou bien c'est pas exact ce qu'ils disent là? Vous savez, dans une situation normale, l'APR n'aurait pas droit à la parole au Sénégal. Vous savez, si nous, on était, comme ils le disent, dans la justice des vainqueurs, tout l'appareil de l'appareil aujourd'hui à ce stade serait dans d'autres problèmes beaucoup plus importants pour eux au niveau personnel que de parler d'immobilisme. Quel problème? Vous savez, les gens de l'APR ont perdu cette notion qui est chère à nous, aux Sénégalais, c'est la notion de jom. Vous ne pouvez pas être dans un pays pendant 12 ans, gérer ce pays pendant 12 ans comme vous l'avez géré dans la gabégie, dans la corruption, être un pays qui a fait reculer le Sénégal. Avec la paire, on n'était pas immobilisé, mais on était en recul au niveau démocratique, au niveau économique, au niveau social. Et pour aujourd'hui, pouvoir donner des leçons de morale. L'ensemble des responsables de l'APR devaient, chacun dans ce qui le concerne,
chaque matin se lever et donner des explications aux Sénégalais sur la manière dont ils ont géré l'argent public qui nous a amené aujourd'hui à avoir un taux d'endettement de plus de 100%. L'ensemble des responsables de l'APR devaient se lever chaque matin, donner des explications aux Sénégalais pour que les Sénégalais comprennent pourquoi, après 12 ans de règne de l'APR, on a toujours des abris provisoires. Les responsables de l'APR ont intérêt à donner au peuple des Sénégalais des explications sur la manière dont ils ont géré l'argent public aujourd'hui. Mais aussi, et surtout, les responsables de l'APR, ils auraient dû aller présenter les condoléances à l'ensemble des familles de plus de 80 Sénégalais qui ont été tués par les agissements de l'APR et de son président Macky Sall. D'accord. Donc vous dites qu'ils n'ont pas de fierté. Le mot fierté, c'est du français. Revenons sociologiquement à notre langue, ils n'ont pas de diom. Oui, d'accord. Très bien. Donc l'immobilisme, c'est faux. Vous savez, aujourd'hui, le président Diomaye Faye est élu depuis bientôt un an. Le gouvernement est installé depuis bientôt un an. Vous savez, sur la première année, des avancées majeures ont été faites. Je vais vous en donner 2 ou 3 exemples. Le premier, tout manager aujourd'hui en termes de gestion, c'est qu'aujourd'hui, dans la prise en main d'une institution, il faut faire ce qu'on appelle le stop and go. Stop pour faire l'audit, l'évaluation, et go pour faire la relance. Mais la prouesse du gouvernement et du président Bassirou Diomaye Faye, et dans la période de stop, ils se sont mis dans une période de conceptualisation pour sortir des Sénégalais d'un modèle économique extraverti, qui était le modèle de Macky Sall, mais qui était un modèle d'importation nette d'infrastructures. Parce que Macky Sall allait voir les partenaires étrangers privés qui donnaient de la dette, des infrastructures pour des entreprises étrangères qui venaient s'installer sans pour autant qu'il y ait des transferts de technologie. Sur la première année, nous avons mis en place la vision économique sur le Sénégal 2050, la planification stratégique sur les 5 prochaines années, l'identification des projets prioritaires, les 60 projets prioritaires dont parlait le président de la République, la budgétisation de cet agenda-là. Aujourd'hui, on parle de 18 000 milliards sur les 5 ans, donc 14% doit être au niveau du privé. Je vous rappelle, je vous le disais tout à l'heure, que nous, au niveau de la DGPU, on a dans le pipe de nos investissements privés en cours, presque 800 milliards d'investissements privés qui vont être réalisés sur cette année-là ou bien qui vont débuter sur cette année-là. Donc pour vous dire que sur les 14% des 18 000 milliards, c'est 2 000 et quelques milliards. Et nous, au niveau seulement de la DGPU, on a 800 milliards. Mais aussi et surtout, la plus grande réussite du président Bassirou Diomaye Faye et du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a été de stabiliser la situation politique au Sénégal. Vous savez, le Sénégal est sorti l'année dernière d'une situation où le leader de l'opposition était en prison. Le numéro 2 de l'opposition était en prison. Pas mal de jeunes ont été en prison. Il y avait presque 2000 prisonniers politiques au Sénégal. Et un an après, il n'y a aucun prisonnier politique au Sénégal. Un an après, il n'y a aucune manifestation violente au Sénégal. Un an après, il n'y a aucun sentiment d'injustice au Sénégal. L'opposition aujourd'hui a refusé la bataille politique. Elle s'est cachée derrière des insulteurs qu'ils appellent entre guillemets des chroniqueurs. Voilà. Vous n'êtes pas tendre avec vos amis de l'APR, mais on peut les comprendre également. Ce qu'ils insinuent, c'est que vous auriez jeté toutes vos forces dans l'opposition, arrivé aujourd'hui au pouvoir. Vous êtes éteint un peu comme un volcan éteint et que vous n'avez pas des solutions immédiates. Vous qui parliez de solutions dans les livres, est-ce que vous n'êtes pas perdu un an après dans l'immensité ou dans le labyrinthe de l'État? Peut-être c'est ce qu'ils veulent dire. Vous savez, ça c'est un mythe. Le mythe que les gens de l'APR veulent nous dire, c'est le mythe de l'expérience. Ils disent qu'eux, ils ont de l'expérience. Pour la plupart d'entre eux, en arrivant au pouvoir, ils n'avaient pas d'expérience. Il n'y avait pas d'expérience, mais ils n'avaient pas de parcours élogieux. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 12 ans? Aujourd'hui, les gens de l'APR qui nous parlent d'expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 12 ans? En 12 ans, de manière structurelle, je ne vois pas un seul point au Sénégal qui a été révolutionné au Sénégal, sous les 12 ans de l'APR.
Ce n'est ni dans l'éducation, ni dans la santé, ni dans la formation des jeunes, ni dans l'agriculture. Et si vous prenez aujourd'hui sur les premières années, point par point de gestion de ce régime-là, prenez dans l'éducation. Ouais, Aujourd'hui, dans l'éducation, on va faire, mais je vous donne un exemple tout simplement dans l'éducation. Un seul exemple dans l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, les syndicats d'enseignants ont toujours dit qu'il y avait un déficit d'enseignants. En une année, le gouvernement a évalué le déficit. Il était d'à peu près 5 000. Ils ont réservé à peu près 50% de ce déficit-là en une année. Cette première année, malgré les difficultés budgétaires, malgré la situation chaotique de ce Sénégal en ruine-là que nous avons hérité de l'APR, la question du déficit d'enseignants sera une vieille histoire dans les 2-3 prochaines années. C'est un exemple concret. On pourrait donner des exemples comme ça dans l'agriculture, dans le sport, dans le sport et dans les autres domaines. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'APR joue son baroud d'honneur. Pour la majeure partie de ces gens-là de l'APR qui s'agitent, ce sont des poids plumes de l'APR qui s'agitent. Mais les poids lourds de l'APR aujourd'hui sont dans une léthargie. Parce que tous s'attendent aujourd'hui, et c'est les Sénégalais attendent aujourd'hui qu'ils aillent devant les juridictions répondre des accusations contenues dans les rapports de gestion. Moi, je ne dis pas qu'ils sont coupables. Je dis tout simplement qu'ils ont besoin de rendre compte aux Sénégalais. Diamniadio, c'était un des projets emblématiques du président Macky Sall. La nouvelle ville. Quand on traverse un peu par le péage là, Diamniadio, mais on est... nos yeux là, hein? Ça brille de mille feux, c'est très moderne. Est-ce que d'abord, vous dites que Diamniadio, c'est un bon projet, c'est un beau projet? D'abord, il faut recontextualiser. Diamniadio, le projet de Diamniadio a commencé sous le président Abdoulaye Wade avec le parc industriel qui avait été... Mais la ville, voilà, c'est ce que je dis. Quand même. Non, moi je ne suis pas nihiliste, je vais y revenir. Macky Sall a fait la ville. Je ne suis pas nihiliste, je vais y revenir. Donc le projet industriel avait commencé déjà avec la PROSI qui était sur place, avec le parc industriel. En 2014, le président a nommé le premier délégué général, Seydou Sissal, qui a élaboré les documents avec son équipe de projet de ville. Le projet de ville en lui-même, aujourd'hui, il n'est pas mal. Il n'est pas mauvais. Nous avons hérité d'un projet avec un plan urbanisme de détail, un règlement d'urbanisme. Il y a des rectifications à faire et ces rectifications, nous sommes en train de les faire. Je vais vous en donner quelques exemples. Le premier, c'est qu'il y avait une faible articulation entre les investissements autour de la ville de Diamniadio et les investissements autour des communes environnantes et des communautés environnantes de Diamniadio. À ce sens-là, dans ce sens-là, vous prenez exemple sur l'arrondissement 4 qui est à côté du village de Kerniaelo. Aujourd'hui, pour Kerniaelo, il n'y a jamais eu un investissement public de la DGPU pour pouvoir permettre au village de Kerniaelo de suivre le chemin de la modernité qui est en train de se construire sur le pôle urbain de Diamniadio. C'est dans ce sens-là que nous, par exemple, au niveau de la DGPU, nous avons décidé cette année, sur la base de notre budget d'investissement, d'allouer sur les 5 prochaines années un montant de 1 milliard pour permettre au village de Kerniaelo et la commune de Sangalkam d'avoir des investissements publics dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et de la jeunesse. Donc ça, c'est un premier exemple. Aujourd'hui, sur la commune de Bargny, nous sommes en train de finaliser une maternité et un centre d'état civil. Sur la commune de Diamniadio, nous sommes en train de travailler sur la voirie intérieure de la commune de Diamniadio. Il y a cette phase-là aujourd'hui de plus d'intégration des communautés environnantes sur le projet de Diamniadio. L'autre problème qu'on a vu sur le pôle, c'est qu'on avait l'impression que le régime passé faisait du remplissage sur Diamniadio. Tous les projets publics allaient sur Diamniadio et certains projets publics n'étaient pas adaptés au pôle urbain. Il fallait maintenant
Maintenant que l'État a investi sur Diamniadio presque 1000 milliards sur les investissements, sur les équipements publics, depuis le stade Dakar Arena, le C4 et tout ça, ces équipements publics-là, c'est le moment d'inverser la tendance et de pousser le privé à un investissement. Donc c'est aujourd'hui nous sommes en train d'articuler, de structurer pour permettre au privé sénégalais et étrangers de pouvoir venir investir à Diamniadio sur les domaines des services, sur le domaine de l'immobilier, sur le domaine industriel, mais aussi sur le domaine de la logistique. D'accord. Et malgré donc toutes ces objections, vous reconnaissez aujourd'hui que ce projet, vous l'avez même dit, est un bon projet, beau projet. C'est un bon projet, on peut dire. C'est un beau projet, on peut dire. Mais l'essentiel pour nous, c'est de dire que l'État du Sénégal, in fine, parce qu'on est dans la continuité de l'État, c'est l'État du Sénégal, in fine, qui a investi sur ce pôle-là. L'État du Sénégal a investi à un tel niveau qu'il ne faut pas laisser le projet mourir. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, notre démarche est de continuer à faire vivre le projet, de rectifier le projet et, in fine, que ce projet-là puisse être un projet de ville qui puisse être dupliqué demain dans d'autres villes au niveau du Sénégal. D'accord. Est-ce qu'il faut en remercier aujourd'hui l'ancien président, parce que c'est son travail quand même. Est-ce qu'il faut féliciter M. Macky Sall aujourd'hui pour avoir réalisé Diamniadio? Je ne sais pas s'il faut féliciter, mais s'il y a quelqu'un à féliciter, c'est l'État du Sénégal. S'il y a quelqu'un à féliciter, c'est le peuple du Sénégal qui a mobilisé ses moyens pour réaliser ce projet-là. Maintenant, si on doit féliciter, si on doit évaluer le président Macky Sall dans sa gestion, il faut le faire de manière holistique. Et de manière holistique, la gestion du président Macky Sall a été une catastrophe humaine. Les Sénégalais ont vécu dans leur sang profond la gestion de Macky Sall. Vous savez, aujourd'hui, Macky Sall, dans chaque famille sénégalaise où il se présente, il devra présenter ses excuses. Parce qu'il n'y a eu pas une personne qui a été tuée sous son régime, il y a une personne qui a été emprisonnée sous son régime, il y a une personne qui a été humiliée sous son régime, il y a même des personnes qui ont fait de la garde à vue sous son régime, et j'en fais partie. D'accord. Ah bon? Ah oui, parce que moi aussi, j'ai eu mes 2 jours de garde à vue, hein, voilà, comme tout le monde. On comprend vos ressentiments à son égard et à l'égard de... Non, on n'est pas dans le ressentiment. On n'est pas dans le ressentiment, vraiment. Moi, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous aviez fait pour être gardé à vue? Mais rien. J'ai juste été un homme politique de l'opposition. Moi, j'ai un ami qui me disait que qu'est-ce que tu as fait. Le jour où on m'a attrapé, il m'a dit, maintenant, moi, je n'ai pas été gardé à vue parce que je n'ai rien fait. Mais je suis sûr que si vous regardez vos parents du côté de Rufisque, il va y avoir certains qui ont été mis en garde à vue. D'accord. D'accord, très bien. L'autre question, voilà, il y a une question d'actualité. Pourquoi vous ne lâchez pas, entre guillemets, excusez-moi de ce terme, de cette expression, pourquoi vous ne lui lâchez pas les baskets à l'ancien président? Parce qu'il a été coopté dans le conseil d'administration de Mo Ibrahim, la fondation là, et même des intellectuels, une cinquantaine se sont levés pour dénoncer cela. Des intellectuels qui ne produisent pas d'idées, mais qui se montrent vindicatifs. Et ça, c'est incompréhensible. Pourquoi vous faites toujours la promotion du président Macky Sall en parlant de lui? Pourquoi? Vous savez, quand vous dites que c'est des intellectuels qui ne produisent pas d'idées, je suis vraiment dubitatif. Parce qu'en ayant vu la liste des intellectuels, j'en vois qui sont vraiment très, très productifs et qui sont des enseignants dans nos universités qui encadrent des jeunes. Vous savez, nous ne faisons pas la promotion de Macky Sall. Mais vous ne pouvez pas confier à un voleur patenté la gestion du patrimoine de la famille. Ce n'est pas possible. Si vous avez dans une famille quelqu'un qui est connu pour être un voleur, vous ne pouvez pas dire, nous prenons l'ensemble du patrimoine de la famille, on lui confie, ce n'est pas possible. Macky Sall n'est pas un exemple de bonne gouvernance. Maintenant, que la fondation Mo Ibrahim le mette en son conseil d'administration, cela ne va rien changer à ce que Macky Sall est déjà. Vous savez, aujourd'hui, on a un dicton wolof qui dit « Macky Sall pourra utiliser ses réseaux à l'international comme il le veut, mais au Sénégal, ici, nous avons une perception de Macky Sall. Et c'est cette perception de Macky Sall-là qui en fait, lui, un exilé aujourd'hui de son propre gré. D'accord. Il a une stature internationale. Pourquoi vous ne le solliciteriez pas? Il y a une chose qu'il faut voir, qu'il faut demander. Les gens nous disent qu'il a une stature internationale. Moi, j'aimerais bien voir quelle est la stature internationale de Macky Sall. Parce que participer à 1 ou 2 conférences de temps en temps, tout le monde peut le faire.
il faut arrêter. Macky Sall n'a aucune reconnaissance internationale. Macky Sall ne dirige aucune institution internationale. Quand Macky Sall a été démis du pouvoir au Sénégal, il est allé être un envoyé spécial de Macron, qui a aujourd'hui la démis de cette position d'envoyé spécial de Macron. Et aujourd'hui, Macky Sall a plus de déboires à l'international. Non, mais c'est lui qui s'est retiré. Officiellement, mais bon, on sait ce qui se passe. Macky Sall a plus de déboires à l'international parce que là où Macky Sall ira au monde, il trouvera des Sénégalais. Et je vous dis, Macky Sall a un contentieux personnel avec l'ensemble des Sénégalais. Parce que vous ne trouverez pas une famille au Sénégal, à part sa famille biologique peut-être, qui n'a pas été victime des agissements de Macky Sall en termes de personnes décédées dans des conditions troubles, en termes d'arrestation, en termes d'humiliation. D'accord. Le président actuel, le président Diomaye Faye, il est différent de son prédécesseur? Non, il n'est pas seulement différent de son prédécesseur, c'est deux caractères qui sont opposés. C'est des perceptions du pouvoir qui sont opposées et c'est des natures de personnes qui sont opposées. Le président Bassirou Diomaye Faye, pour moi, il l'a dit lors de son interview avec la presse le 3 avril, est quelqu'un foncièrement opposé à cet hyper-présidentialisme que Macky Sall a incarné. Il faut se rappeler que Macky Sall avait supprimé le poste de Premier ministre pour être lui seul, tout seul, le chef, le roi presque. Alors que le président Bassirou Diomaye Faye est dans une option de délégation du pouvoir, de renforcer le pouvoir. Il l'a dit, il veut des DG forts, il veut des ministres forts et il veut un Premier ministre super fort. Il l'a dit lui-même, il veut avoir la possibilité sur certaines décisions de pouvoir avoir un collège de décision. Si tant est que ce Premier ministre-là soit aligné sur la vision. Et aujourd'hui, le président Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye sont parfaitement alignés sur la vision, parfaitement alignés sur les valeurs, mais parfaitement alignés sur les intentions. D'accord. Nous allons tout à l'heure revenir sur le pôle de Diamniadio et la Croze. Quand on dit super Premier ministre, fort en tout cas, cela peut suggérer une réflexion. Ça veut dire que quand on donne trop de force au Premier ministre, chez soi, on peut être victime d'un affaiblissement. Est-ce que, je ne sais pas si je me fais comprendre, est-ce que on ne risque pas d'avoir un président affaibli dans ces circonstances? Bon, ce principe-là que vous pouvez énoncer est peut-être vrai en mathématiques, mais il n'est pas vrai, nous, dans la philosophie du Sénégalais. Vous savez, le Sénégal, si on revient à la linguistique, au Wolof, quand le Wolof parle de savoir, il dit kham-kham. Kham, une fois, kham, deux fois. C'est-à-dire qu'il y a dans la notion de partage. Aujourd'hui, avoir un Premier ministre fort pour le président de la République, c'est avoir une instance stratégique, mais une instance d'exécution forte pour le président de la République, pour pouvoir permettre au président de la République d'être dans une réflexion beaucoup plus stratégique. Cela ne faiblit pas le président de la République, au contraire, cela renforce le président de la République. Parce que le président de la République ne sera pas aujourd'hui obnubilé par les actes au quotidien de l'ensemble des directeurs. Vous savez, ce qui s'est passé avec Macky Sall, c'est qu'on avait l'impression que Macky Sall était à un niveau très bas sur de gestion des affaires publiques. Et il n'y avait pas cette hauteur-là qui permettait d'avoir des réflexions beaucoup plus stratégiques. Et c'est ce que nous avons avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ce qui fait qu'à chaque fois que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, parle, nous sentons dans ce pays-là un regain de confiance, un regain de vivacité. Et aujourd'hui, les actes que sont en train de poser le Premier ministre nous montrent qu'aujourd'hui, il est possible, oui, il est possible d'avoir un président de la République très très fort, mais d'avoir un Premier ministre fort aussi. D'accord. Le Premier ministre, est-ce que vous pensez qu'à son poste actuellement, il se montre génial, il est extraordinaire? Moi, je n'aime pas trop les superlatifs. Mais la charge de travail aujourd'hui du Premier ministre, sa capacité aujourd'hui à intégrer cette charge de travail-là, être efficace avec les ministres, avec les DG, elle est exceptionnelle. Aujourd'hui,
moi, des fois, je me pose des questions à savoir à quel moment le Premier ministre se repose, à quel moment il va voir sa famille. Parce qu'aujourd'hui, prenons un exemple simple sur les conseils interministériels. Combien de conseils interministériels ont été organisés, qui ont pris des décisions fortes? La dernière, c'est sur le pèlerinage, avant-hier. Il y en a eu sur les questions de l'eau. Il y en a eu sur les Jeux olympiques de la jeunesse, qui vont se tenir en grande partie à Diamniadio aussi. On pourra y revenir. Donc aujourd'hui, on a aujourd'hui, le Premier ministre s'est déployé de manière optimale pour mener la politique du gouvernement. Et ça, aujourd'hui, nous envoyons les résultats. Vous ne le sentez pas un peu crispé? Il y a certains commentateurs qui disent qu'il est crispé comme Premier ministre. Ce n'est pas votre sentiment? Vous savez, depuis que Ousmane Sonko est entré dans l'espace public, il y a un sentiment anti-Sonko qui s'est développé chez beaucoup de personnes. Je vais vous donner un exemple. L'opposition parlementaire a décidé de boycotter le Premier ministre pour la séance de questions au Parlement. Cela peut paraître bizarre, mais il faut considérer que depuis que Ousmane Sonko est dans l'espace public, les gens ont refusé de débattre avec lui. Si on revient dans les années 2016, 2015, 2016, jusqu'en 2017, Sonko demandait un débat public sur les finances publiques. Je ne sais pas si les gens se rappellent de ça. Il leur disait que les chiffres de la finance des finances publiques que vous donnez sont faux et falsifiés. Aujourd'hui, le rapport de la Cour des comptes l'a confirmé. En 2016-2017, il leur demandait un débat public sur la gestion du pétrole. Ils ont refusé ce débat public-là. Ce qui s'est avéré, c'est que sur la gestion des contrats, il y a des possibilités de renégociation. Ils ont mis en place une commission qui est en train de renégocier. En 2019, lors de la présidentielle, on avait demandé un débat présidentiel. Macky Sall l'avait refusé. Ces mêmes pratiques-là, aujourd'hui, se répercutent à l'Assemblée nationale. L'opposition face à Ousmane Sonko n'a qu'une stratégie. C'est la diabolisation et la fuite en avant. Et je pense que c'est irresponsable d'une opposition parlementaire de faire une fuite en avant face à un Premier ministre qui vient à l'Assemblée nationale. Et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on voit un Premier ministre venir très régulièrement à l'Assemblée nationale pour parler aux députés, mais aussi parler au peuple, par l'intermédiaire de la représentation nationale. Donc cette posture-là de l'opposition parlementaire est une posture très irresponsable. Et aujourd'hui, on a entendu Tafsir Choye, par exemple, dire que il a été député pendant 3 ou 4 législatures. Il n'a jamais vu un aussi fort niveau d'implication de l'opposition et des non-inscrits au niveau de l'Assemblée nationale. Et il faut féliciter en ce sens-là le président de l'Assemblée nationale, Las Malik Ndiaye. D'accord, très bien. Nous allons revenir tout à l'heure sur la partie technique avec Diamniadio et le Lac Rose. Mais vous n'êtes pas de PASTEF. Vous êtes du parti MRDS de l'imam Mbaye Niang. Oui. Voilà. Le MRDS, ça existe toujours ou ça a été phagocyté par le PASTEF? Non, nous, notre parti, vous savez, c'est une déformation des Sénégalais de dire un parti d'une personne. Le MRDS, ce n'est pas un parti d'eux. Et même Imam Mbaye Niang, si vous l'aviez interviewé, il vous dirait dans l'histoire du parti que les gens qui ont eu l'idée du parti, il en fait partie et qu'il a refusé pendant plusieurs semaines de diriger le parti parce qu'il ne se voyait pas en chef de parti. Donc le MRDS est un parti qui est né d'une idée d'ensemble de Sénégalais qui ont partagé un ensemble de valeurs et qui ont compris depuis le début des années 2000, la fin des années 90, qu'il fallait remettre l'éthique au cœur du centre du débat politique. Et pour le premier slogan du parti était d'avoir une vraie éthique en politique. Si vous revenez dans le contexte de 2000, de 99-2000, parler d'éthique en politique, c'était quasiment impossible. Donc c'est en ce sens-là que le parti a vécu, le parti vit bien, le parti aujourd'hui est bien installé et l'environnement politique au Sénégal dans les dernières années sous Macky Sall a fait qu'aujourd'hui il n'y avait pas possibilité d'avoir une expression publique politique en dehors de la crise que Macky Sall avait installée. C'est pour ça que les gens ont l'impression que certains partis politiques ont disparu. Mais les partis politiques n'ont pas disparu. Quelle est nous sommes aujourd'hui histoire avec le PASTEF? Nous, notre histoire avec le PASTEF, comme je le disais, nous sommes aujourd'hui membres de la mouvance présidentielle, mais notre histoire avec le PASTEF a commencé bien avant tout ça. Elle a commencé depuis 2016.
Je pense que depuis fin 2015 que nous avons eu, avec PASTEF et d'autres partis, des séances de discussion autour du Sénégal, autour des enjeux du Sénégal. Et ça s'est matérialisé par une alliance politique en 2017, où nous avons fait les élections législatives ensemble au travers de la coalition Dawi Askanwi. Et nous, MRDS, sortant d'une posture avec 2 députés, nous avions accepté de prendre Ousmane Sonko comme tête de liste parce que nous avions vu le potentiel et il a été notre tête de liste, il a été député. Pour la petite histoire, ce qui fait que moi j'ai une estime un peu plus grande dans Ousmane Sonko. Sur la période où il a été député de Dawi Askanwi, Ousmane Sonko ne prenait pas de grandes décisions sans pour autant informer le MRDS et prendre l'avis du MRDS sur certaines grandes décisions. Il pouvait faire comme tout le monde. Il est député, voilà, ne parlait qu'avec son parti. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui a cette capacité aujourd'hui d'écoute et de prise en compte de l'avis de ses partenaires. Et nous avons fait ensemble l'ensemble des élections en cours jusqu'à la présidentielle de 2024 qui a porté au pouvoir le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'accord. Et après, on vous a confié un strapontin, un poste quoi? Non, on nous a pas confié de strapontin, on nous a confié des responsabilités. D'accord. Aujourd'hui, le marqueur de ce régime-là, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la jouissance, nous sommes dans la servitude envers les Sénégalais et les Sénégalais. D'accord, très bien. Le président d'honneur, entre guillemets, c'est Imam Mbaye Niang. C'est le papa à Mame Mbaye Niang. C'est ça, non? Je ne sais pas où est-ce que vous avez... Non, je veux dire, je ne sais pas, quelles sont vos relations avec Mame Mbaye Niang, par exemple, qui avait fait condamner un peu Sonko à l'époque. Personnellement, je ne le connais pas. Ah. Et il n'a, à ma connaissance, il n'est pas membre du parti, il n'a jamais été membre du parti. Donc on n'a pas de lien personnel. Donc si jamais il était question de l'inquiéter d'une façon ou d'une autre, vous ne le défendriez pas? Je ne vois pas pourquoi nous au MRDS, nous devons défendre des individualités. Parce que notre parti est fondé sur des valeurs. Nous défendons des valeurs, nous ne défendons pas des individualités. D'accord, très bien. Il nous reste quelques minutes. Je rappelle que nous recevons M. Bara Diouf, le délégué général à la DGPU. Ce sont les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Diamniadio, on y revient. Quand est-ce qu'elle sera une ville, par exemple, comme Dakar, qui est habitée par des Sénégalais, où il y a des services, où il y a beaucoup de fonctionnalités? Quand est-ce que ça sera ouvert comme Dakar? Non, nous espérons que Diamniadio ne soit pas comme Dakar, parce que Dakar a des tares d'urbanisation que nous voulons éviter sur Diamniadio. Oui, mais Diamniadio est une ville habitée aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une habitation sur Diamniadio, essentiellement dans la première sphère, dans la première cité de Sénéguinia. Il y a à peu près 5000 personnes qui habitent sur Diamniadio. Il y a aussi Diamniadio est habité, parce que Diamniadio aujourd'hui accueille plus ou moins 15 ministères dans les sphères ministérielles. C'est un lieu de vie. On a des activités industrielles sur Diamniadio qui sont là. On a des activités sportives qui se font sur Diamniadio au niveau du stade de Dakar Arena. Maintenant, le plan de développement du pôle a connu des retards qui sont inhérents à l'activité économique. On a eu la crise de la Covid-19 qui est passée par là. On a eu la crise de l'Ukrainienne qui est passée par là. On a eu la crise politique au Sénégal de 2021 à 2024 qui fait qu'aujourd'hui, certaines décisions d'investissement ont été retardées ou ont été carrément annulées. Et dans ce sens, nous sommes en train de revoir le plan stratégique de développement de la DGPU et le plan stratégique de développement de Diamniadio pour l'intégrer plus au plan stratégique, au plan 2050, Sénégal 2050, pour que le nouveau Diamniadio soit le Diamniadio à l'horizon 2050 qui va accompagner la vision. Et aujourd'hui, on a un regain d'activité sur le pôle. Et aujourd'hui, on a des promoteurs privés qui sont en train d'offrir aux Sénégalais des programmes immobiliers intéressants. Et on voit aujourd'hui aussi l'intérêt des Sénégalais, mais aussi des habitants de la sous-région à vouloir acquérir des habitations sur Diamniadio. Voilà, il y a également une autre problématique ou une autre question qui est tout le temps posée, c'est les difficultés d'accès à cette nouvelle ville, à ce nouveau pôle, parce que en dehors du péage, y a-t-il d'autres
voie de pénétration ou d'accès à cette ville ou est-ce que cette ville reste enclavée parce que il n'y a pas beaucoup d'options pour s'y rendre en tout cas. Oui, la question de la mobilité fait partie des questions qui ont été primordiales dans le choix de créer une nouvelle ville. Donc, Diamniadio ne doit pas être une ville à mobilité difficile. Je fais partie des points de rectification sur lesquels nous sommes en train de travailler. Dans le plan d'urbanisme primaire de la DGPU, il y avait des équipements qui devaient être réalisés pour permettre d'avoir une circulation beaucoup plus fluide sur la ville. Aujourd'hui, en relation avec nos partenaires, par exemple en relation avec la Jouroute, il y a le deuxième pont qui va enjamber le péage qui permet d'avoir un accès par la Nationale 2 qui est en cours et on espère qu'avec la région route, ce projet-là va finir rapidement. Mais il y a aussi le programme intégré des VRD de Diamniadio qui est en cours, sur lequel on est en train de donner un coup d'accélérateur pour permettre de réaliser les routes intérieures pour avoir beaucoup plus de mobilité sur le pôle. D'accord. Est-il vrai, parce que ça a été 1000 fois rabâché, le sol de Diamniadio, il n'est pas bon, il est mauvais, c'est pas adapté, je ne sais pas. Quelle est la vérité dans tout ça? C'est la vérité, il faut demander aux géologues, aux géophysiciens, ils vous diront, et aux ingénieurs en structure, ils me disent qu'il n'y a pas de mauvais sol. Ils vous diront que le sol de Diamniadio est un sol argileux, c'est un sol marneux et argileux, c'est de l'argile gonflante. Mais ils vous diront que 80% de la surface en Australie, c'est de l'argile gonflante. Ils vous diront que dans les pays développés comme au Canada, aux États-Unis, les gens ont construit sur l'argile gonflante. Aujourd'hui, les techniques de construction modernes font que les gens construisent facilement sur l'argile gonflante à Diamniadio. Et l'une des réussites de Diamniadio a été, d'après les spécialistes, en 2014, au moment où la DGPU était créée, il y avait à peu près 3 grands cabinets d'études de sol au Sénégal. Et avec le projet de Diamniadio, ces cabinets-là ont tous grandi. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Et l'expérience, les leçons apprises de la construction sur Diamniadio ont permis aujourd'hui sur le Sénégal, par exemple sur les Almadies, de les construire dans des zones où de 15 ans ou 20 ans derrière, il n'était pas possible de construire. Donc c'est une question aujourd'hui qui est dépassée. C'est une question qui est maîtrisée par les techniques nouvelles de construction. D'accord, très bien. En tant que délégué général, vous devez avoir idée des montants ou de l'argent public et privé qui a été déversé, investi dans Diamniadio depuis le départ. Oui, depuis le départ, nous sommes aujourd'hui en train de faire une étude, une évaluation de Diamniadio sur l'investissement, sur les impacts économiques, sur l'emploi. Et cette étude-là est en cours au niveau de la DGPU, elle n'est pas terminée, mais elle va nous donner des chiffres beaucoup plus parlants. Mais aujourd'hui, on sait que sur l'investissement seulement de l'État, sur les infrastructures publiques, on est à peu près à 1000 milliards. Sur le besoin d'investissement sur les VRD, aujourd'hui le besoin est existant. L'État aujourd'hui a enclenché des projets en cours qui ont besoin d'être soutenus et qui ont aujourd'hui le soutien de l'État du Sénégal pour la réalisation des VRD là. Mais sur l'investissement privé, le montant global aujourd'hui il est estimatif. Mais aujourd'hui on est en train de faire des études pour avoir un montant global beaucoup plus parlant sur l'investissement privé sur Diamniadio. Donc l'État a déjà mis 1000 milliards dans Diamniadio. Ça c'est l'œuvre du régime passé, nous y revenons encore. Bien sûr. Mais finalement, Macky Sall, il a frappé fort, c'est un visionnaire, vous n'allez jamais le rattraper. Parce qu'en 5 ans, en tout cas... Oui, non, nous, on ne cherche pas à rattraper Macky Sall, parce que Macky Sall n'est pas notre objectif. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Si vous prenez les infrastructures sur Diamniadio, certaines infrastructures dans le montage et dans les montants qui ont été annoncés, vous vous doutez bien que ces montants-là ne sont pas vraisemblables. Donc aujourd'hui, Macky Sall n'est pas notre objectif en termes de gestion. Rattraper Macky Sall n'est pas notre objectif de gestion parce que Macky Sall est derrière nous. Nous visons Macky Sall est derrière nous en termes de perspective économique, en termes de modèle économique. Ce que Macky Sall a fait, c'est de dépasser aujourd'hui. D'accord, très bien. On peut parler du lac rose.
Oui. Le Lac Rose, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et quelle est la ressemblance d'ailleurs? Quelle pourrait être la ressemblance avec Diamniadio? Et qu'est-ce qui a été déjà fait sur place pour en faire un pôle urbain touristique spécifiquement? Oui, comme vous l'avez dit, le pôle urbain du Lac Rose est conçu pour être un pôle urbain touristique. Et il est conçu autour d'un impératif, c'est la sauvegarde écologique du lac et de son environnement. Diamniadio aujourd'hui pour nous est une ville dense, c'est une ville avec des grands bâtiments, c'est une ville avec une grande activité, mais le Lac Rose est pour nous une ville douce, une ville où nous devons travailler sur le logement social, travailler aussi et surtout sur la restructuration des villages existants déjà sur le pôle du lac Rose, mais aussi sur l'extension de ces villages-là. C'est dans ce sens-là que nous avons enclenché dans une démarche d'ingénierie sociale un ensemble de discussions avec les partenaires, avec les communautés environnantes pour parler, pour discuter et repositionner le pôle urbain du Lac Rose, remobiliser, remodeler le modèle du pôle urbain du Lac Rose pour permettre au pôle urbain du Lac Rose d'accueillir en son sein des promoteurs publics et privés qui vont offrir du logement social aux Sénégalais, mais aussi et surtout de sauvegarder la viabilité du Lac Rose et l'ensemble des activités touristiques et économiques autour du lac, autour du sel et autour des populations. Nous sommes dans une phase de discussion avec les populations. Et sur le pôle du Lac Rose, nous avons un projet qui est un projet pilote, qui est un projet de ville verte porté par un promoteur, qui est un projet de 400 milliards qui va sortir 18 000 logements dans les 5 ou 7 prochaines années pour les Sénégalais. Et un projet qui va être un projet écologique qui va intégrer les normes écologiques dans le respect de l'environnement, dans le respect de la biodiversité, dans le respect qui va restaurer une partie de la bande de Filao et respecter la bande de Filao existante pour offrir à quelques kilomètres de Dakar une ville verte qui va être à l'image des villes nouvelles, une ville douce avec une offre pour le logement social qui va être à hauteur de 40% des 18 000 logements. Et quels sont les montants pour ce projet pilote de Lac Rose et qui est le promoteur? Le projet est un projet 100% privé, accompagné par la DGPU qui lui a donné la surface sous forme de bail amphithéotique. C'est un projet de 400 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années. Et ce projet entre parfaitement en droite ligne du projet Sénégal 2050. Qui sont les promoteurs? Le promoteur est un groupe international égyptien qui s'appelle Orascom. Le projet s'appelle Ville Verte, porté par Orascom. C'est vous qui les avez choisis ou bien c'était... vous avez trouvé le promoteur en place? Nous avons trouvé le promoteur en place. Quand nous avons trouvé le promoteur en place, le promoteur était dans des dispositions pour quitter le Sénégal parce qu'il n'avait pas réussi à intégrer le projet. Nous avons discuté avec les populations qui ont accepté le projet. Nous avons discuté avec le ministère de l'Environnement qui a fait respecter aux promoteurs certaines normes écologiques et certaines exigences écologiques. Mais nous avons surtout réussi à convaincre le promoteur de rester au Sénégal, d'investir au Sénégal, mais aussi de travailler avec un ensemble de caractéristiques. Déjà, c'est un projet qui va être fabriqué par les Sénégalais dans le cadre de la main-d'œuvre locale. C'est le projet qui va abriter des infrastructures publiques qui n'existaient pas aujourd'hui dans cette zone-là et qui n'étaient pas dans le projet de départ. Donc, dans ce sens-là, le promoteur s'est engagé à construire d'abord un centre de santé de référence dans la zone, sur une grande surface qui pourrait être demain extensible en un hôpital et d'autres choses, et accompagner la santé et l'éducation dans cette zone-là. Et ce vendredi dernier, nous avons eu une séance avec la population. Et il faut féliciter dans ce sens-là les populations du Lac Rose, de Niag-Peul, de Niag-Wolof, Bennoba, Kermarembeng, et aussi les responsables, le maire et le député de cette zone-là qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent dans ce projet-là. Voilà, deux petites questions avant de terminer. Les pôles urbains, c'est différent des pôles territoires dont on parle dans le référentiel 2050. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que les pôles territoires vont englober des activités économiques. Mais les pôles urbains, c'est plutôt des pôles de peuplement, mais qui englobent aussi des activités économiques, mais c'est différent. Les pôles territoires sont beaucoup plus larges que les pôles urbains. D'accord. Vous êtes de Rufisque. Qu'est-ce que le régime de Diomaye prévoit pour Rufisque? Puisque Rufisque, c'est un patrimoine, mais également c'est une belle endormie.
Est-ce que vous avez des projets? Vous savez, aujourd'hui, le régime du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko est en train de changer le visage de Rufisque. Vous savez, les Rufisquois, depuis longtemps, ont toujours eu ce sentiment-là qu'à Rufisque, il y avait des projets mais qui n'avançaient pas, qui ne se terminaient jamais. Donc, en quelques mois, le régime du président Bassirou Diomaye Faye a repris 2 projets emblématiques à Rufisque. Le premier, c'est l'agrandissement du boulevard Maurice Gueye, c'est la route nationale. Le projet était à l'arrêt depuis plus de 4 ou 5 ans. Il était difficile de se déplacer à Rufisque. Aujourd'hui, le projet est en train d'aller à une vitesse exponentielle. Le deuxième, c'était le canal de l'Ouest, qui était un canal de drainage des eaux pluviales, qui était un canal depuis 1960, qui a été inauguré par Mamadou Dia, qui aujourd'hui, depuis presque 5 ou 6 ans, un projet était là pour fermer le canal, l'agrandir, mettre une station de pompage. Depuis lors, le projet a été à l'arrêt et ce projet aujourd'hui est en train d'aller à un niveau exponentiel. Je ne parle pas de Promoville qui est en train de faire des merveilles dans certains quartiers de Rufisque. Mais Rufisque aussi, c'est une demande forte, comme vous l'avez dit, c'est une vieille ville, mais aussi c'est une ville en expansion. Aujourd'hui, si vous regardez entre les 2 derniers recensements de la population de 2019 et celui de 2023 ou 2024, le département de Rufisque a une progression de la population de plus de 65%. C'est le plus fort niveau de progression de la population. Et cette progression de la population doit être accompagnée par des investissements publics, par des équipements publics. Nous savons qu'aujourd'hui, dans le cadre du projet, l'État du Sénégal va s'engager pour Rufisque et pour les Rufisquois. Et nous sommes très contents aujourd'hui que, par exemple, sur des questions très importantes comme le pont de l'Aïus, aujourd'hui qui devait être un pont réalisé dans le cadre du TR, aujourd'hui que les populations de Rufisque ont une oreille attentive de ministre des Infrastructures. Et le président de la République aujourd'hui est en train de redonner à Rufisque sa lueur d'antan. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir pour Rufisque et les Rufisquois. Très bien, très bien. L'émission est terminée. Avec la SOGIP qu'on a confiée à Dambouch, vous ne faites pas la même chose, mais vous avez sûrement des interactions. Vous êtes sur la même longueur, je ne sais pas. D'accord. La DGPU est une société d'aménagement public. La SOGIP est une société de gestion de patrimoine. Il n'y a pas que la SOGIP qui est dans l'environnement de Diamniadio. La SOGIP est dans l'environnement de Diamniadio. Ils sont en train de faire un très bon travail dans le cadre de la gestion des équipements publics. Il y a aussi l'APROSI qui est à Diamniadio qui gère le parc industriel de Diamniadio. Il y a aussi la CEMIC qui gère le marché d'intérêt national. L'ensemble de ces partenaires publics, aujourd'hui, dans leur mission, accompagnent la mission globale de développement des pôles urbains de Diamniadio. Donc aujourd'hui, nous allons mis en place un cadre de dialogue entre nos institutions pour nous permettre de réaliser des synergies qui vont permettre à l'ensemble de nos institutions de pouvoir être beaucoup plus efficaces, efficientes dans l'optique de servir le projet et l'horizon 2050. D'accord, merci beaucoup M. Diouf. Merci Hassan, merci pour l'invitation. On vous remercie pour votre disponibilité, mais également on remercie tous nos auditeurs et téléspectateurs d'avoir bien voulu suivre ce numéro de JDD. Merci à Abdoulaye Ndiaye pour la réalisation ainsi qu'à Pape Dodou pour le photojournalisme. Merci et bon dimanche.